Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, on va à nouveau passer rapidement sur les news parce qu'on reçoit l'autre moitié de Valais PL. J'ai bien nommé PL, c'est parti pour l'épisode 41. Le week-end dernier, c'était le premier tournoi de la Fédération française de jeux vidéo pour Magic. Je vous invite à aller écouter sur le Podcaster Mage les témoignages de Théo Méry, qui nous décrit un tournoi a priori assez sympa. Il y avait qu'une vingtaine de personnes pour ce premier qualifieur, mais à la fin, ça s'est vraiment très mal passé pour l'organisation. En effet, la personne qui s'occupait de ça n'avait jamais organisé de tournoi de Magic. Et suite à ça, la FFJV a annoncé que Rémi Fortier, ce cher Rémi, se joint à l'équipe de bénévoles. Donc on peut imaginer que la prochaine édition de ce tournoi Magic FFJV sera bien mieux organisée. Donc guettez les annonces, il y aura plusieurs qualifieurs et allez jouer ça, c'était en standard, ça avait l'air assez cool. Ensuite, une nouvelle de la part de Wizard qui nous annonce un prochain Secret Lair. Vous savez, c'est ces petits produits qui vendent quelques cartes avec une illustration alternative. Celui-ci, ça s'appelle Black is Magic. Ils font ça pour le mois de l'histoire noire américaine. Et on a notamment des artistes noirs qui travaillent pour la première fois sur Magic, comme par exemple Ejoa Ebenebe qui nous peint une version magnifique de Contemplation. Et en plus, tous les bénéfices reviennent à l'association Black Girl Code, qui est une association qui encourage les jeunes femmes noires à apprendre le code pour devenir informaticiennes. Enfin, un petit spoiler de Time Spiral Remastered, trouvé par Pascal Ménard dans un set booster de Kaldheim. Vous savez peut-être que dans les set boosters, on peut trouver des cartes de The List qui sont parfois All Frame, c'est le vieux cadre des cartes Magic avant la 8e édition, et il a trouvé un blindage crânien là-dedans. Vraiment la classe, c'est plus autant joué en moderne, mais c'était vraiment une staple à l'époque, et c'est assez sympa de découvrir comme ça les premières cartes de l'édition Time Spiral Remastered, qui, je le rappelle, va sortir en mars. Avec moi, j'ai PL, de son vrai nom Pierre Léopold, l'homme qui convainc Wizard de nommer son jeu en ligne après sa chaîne YouTube. Il devient millionnaire grâce à la chaîne Twitch qu'il fonde avec son fils Valentin. Alors PL, est-ce que j'ai bon ? Bah tout bon, c'est ça, ouais. C'est Pierre Léopoldine. Pierre Léopold, c'est mon petit surnom. Mais sinon, on a bon sur toute la ligne. D'accord, donc c'est parfait. On va revenir petit à petit sur ces faits pour apprendre à te connaître. Merci beaucoup d'être avec moi. Bah, avec plaisir. Et alors, c'est qui en fait PL ? PL, qu'est-ce que c'est PL? Bah, c'est quasiment 1,75 m de talent, j'ai envie de dire. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je me présente plus trop en vidéo. Avant, on en parlait un peu plus, les gens étaient très curieux et ça fait longtemps qu'on m'a pas posé la question. Bah, je m'appelle Pierre-Louis, du coup pas Pierre Léopold malheureusement, ça aurait été stylé mais ce sera Pierre-Louis ici. Dame Ned. J'ai 26 ans, bientôt 27, mais j'ai arrêté de compter et j'aime Magic, voilà. Ça résume bien qui je suis, je trouve. Ça résume plutôt pas mal. Et je vais aller encore plus loin dans le retour aux sources. Comment est-ce que tu as commencé Magic, toi ? Alors j'ai commencé, si tu veux, les vraies prémices, c'était dans un magasin de jouets, à la caisse, ils vendaient des decks, les fameux decks où il y avait des niveaux, dessus, expert, débutant et cetera. Ah oui. Et vu que c'était un joli packaging et ça faisait adulte alors que moi j'étais enfant, je me suis dit: «Ah ouais, mais maintenant, moi je vais jouer avec, des jeux d'adultes, des cartes d'adultes. J'ai pas envie de jouer avec, des cartes Yu-Gi-Oh! Je vais jouer avec ça, même si je n'ai aucune idée de ce que c'est». Et du coup, j'avais acheté un deck et j'étais, seul à avoir ça. Je ne savais pas comment on y jouait, mais je regardais mes cartes, j'étais content et je me rappelle que j'aimais pas du tout les cartes avec X dans le coup ou dans l'effet parce que c'était trop compliqué pour moi quand j'étais vraiment enfant. Du coup, je n'aimais pas ces cartes-là. Mais voilà, j'avais un peu de cartes Magic, ça a commencé par là et bien des années plus tard, dans la cour de récré au collège, là, j'ai pu, commencer à apprendre à jouer. Enfin, je regardais les gens jouer et on faisait des espèces de 2 contre 2, un peu bizarres où je n'étais qu'une main qui tenait des cartes et mon collègue me disait ce qu'il fallait faire, mais je ne comprenais toujours pas, tous les rouages du jeu. Mais c'était quand même cool parce que je pouvais enfin me servir de ces cartes-là D'accord. et petit à petit, à force de réentendre, par-ci par-là des gens qui jouaient, à Magic proche de moi, bah, je m'y suis mis parce que ça m'a toujours tenté, ça m'a toujours intéressé
Et là où j'ai commencé vraiment à jouer, c'était en 2014-2015 environ avec, le blog Cans of Tarkir, Theros, tout ça, où là je me suis rendu en boutique, j'ai demandé, bah, comment on fait pour jouer? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Et on m'a pris un petit peu par la main et on m'a montré tout ça et depuis, bah, c'est que du bonheur. D'accord, super intéressant. C'est il n'y a pas si longtemps en fait, 2014. Moi, je m'y suis remis à peu près à cette époque aussi. Et entre-temps, tu as quand même fait une chaîne YouTube, Twitch avec ton compère Val qui est enfin, qui est très importante, je trouve, dans la francophonie. Donc ça fait pas mal de chemin quand même. Bravo. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que je suis très fier de ce qu'on a fait avec Valve, enfin on est très fiers et c'est vrai que quand tu mets en perspective, ça fait 2014-2015 même où j'ai commencé à mettre des protège-cartes sur mes cartes, et c'est un petit peu le passage à l'âge adulte dans Magic, hein. Quand tu protèges tes cartes, ça y est, tu compris, ce que c'était que ce jeu Ouais, exactement. et ensuite, bah, en 2018, à peine 3 ans après, Valve me parle d'un projet pour monter une chaîne, YouTube autour d'un jeu qui va bientôt sortir qui s'appelle Magic Arena et aujourd'hui on en est là donc ça fait plaisir. C'est une belle histoire et on est revenu un petit peu le dimanche dernier avec Val sur les origines de ce projet Val EPL Magic Arena FR. Mmh. Et donc vous êtes un petit peu de toutes les plateformes. Vous avez commencé par YouTube, vous êtes très actif aussi pour le streaming sur Twitch. Et vous avez aussi un Discord bien actif. Est-ce que être sur toutes ces plateformes en 2021 pour un créateur de contenu comme toi et comme vous, c'est indispensable? Je pense oui. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'au début, on voulait pas du tout faire du Twitch. On aimait ça en tant que regardeur, hein, que consommateur, mais on voulait surtout faire du YouTube. Nous, on a été nourris à ça, à notre adolescence et après et c'est les gens qui nous ont demandé en commentaire ou, bah, via le Discord qu'on a créé. Pareil, on a créé le Discord pour un peu pour les gens. C'était une plateforme où on pouvait discuter avec eux et que les gens pouvaient se regrouper. Et une fois qu'on a fait le Discord, les gens nous ont dit: «Eh, pourquoi pas, Twitch et tout?» On s'est dit: «Bon, bah, on va essayer» et à notre tout premier live Twitch, on est quasiment monté à 50 spectateurs alors qu'on n'y connaissait rien du tout, là-dedans. Ah oui, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal pour un premier live Twitch alors que d'habitude, moi j'avais l'habitude de voir des gens à 0, 1 viewer, quand ils se lançaient pendant longtemps. Oui, Bon, le fait d'avoir une chaîne YouTube, ça aide, forcément, il y a déjà des gens qui ont envie de vous voir, bien sûr. mais c'était vraiment, une super première expérience et du coup, bah, on a continué et on se régale. Maintenant, on aime autant Twitch que YouTube. Enfin, c'est deux arts, très différents et le Discord, bah, il vit de lui-même. Il y a tellement de gens maintenant dessus. C'est nous, on passe, on regarde un petit peu, ce que les gens disent, mais on participe, assez peu, enfin, en tout cas pour ma part et en plus, il y a plein de serveurs Discord francophones, Magic maintenant, donc on n'a pas le temps Oui. d'aller sur tous autant qu'on voudrait. Mais je sais pas si c'est vraiment indispensable d'être sur tous ces supports. Si quelqu'un commence et fait du multi-support là-dessus, je pense que oui, il faut continuer, mais c'est pas nécessaire et même s'il y en a qu'un de ces 3 là à choisir, ce serait Twitch, puisque c'est là où tout se passe un petit peu, quoi. Ah d'accord, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a un petit côté générationnel dans Twitch. Mmh, Il faut être jeune de la... Enfin, on voit de plus en plus des gens pas jeunes. D'ailleurs, sur Twitch, maintenant, il y a l'ancien présentateur de questions pour un champion qui fait des revues de presse sur Twitch et exact. ça marche très bien. Donc, ça évolue et ça se démocratise. Mais pour moi, c'était un petit peu une découverte sur le tardif quand même, Twitch. Mmh. Et c'est assez intéressant ce que tu racontais que Twitch, le streaming vienne de la part d'une requête de tes viewers et que ce soit un peu un échange positif qui se fasse avec votre communauté. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de positivité dans votre communauté et ça commence avec ce que vous disiez. C'est un choix de tous les jours de rester positif ou c'est juste naturel pour vous? Ouais, bah, c'est naturel déjà, pour la positivité, ça vient surtout, bah, déjà de la tranche d'âge, des gens qui sont en général matures et cetera, qui viennent pour consommer du contenu, pour regarder du Magic, regarder 2 amis, faire un petit peu, les cons et sur fond de gameplay, pas toujours gagnant, mais c'est ça aussi qui fait plaisir et vu que la tranche d'âge, on le sait, grâce aux stats YouTube, Google est partout, donc il peut nous dire, hein, que les gens qui nous regardent, ils ont entre 25 et 34 ans. Bah, forcément, ça induit Ah ouais. une certaine maturité et une certaine bienveillance et d'ordre général, Magic est une communauté, extrêmement, bienveillante. Ça fait plaisir, franchement, faut le dire. Hmm. Il fait bon vivre dans une communauté Magic. On accepte tout le monde,
sans problème. Quand je dis on, c'est pas moi et Val, hein, c'est bien sûr la communauté. Mhm. C'est même un refuge parfois pour certains. Donc, enfin, vraiment que de la bienveillance et à notre, enfin, par rapport à nous, à ce qu'on fait, on ne se force à aucun moment à être bienveillant ou quoi. On est juste comme on est naturellement et il y a plein de gens depuis le début d'ailleurs, depuis nos premiers commentaires, nos premières vidéos qui nous le disent. On voit que c'est naturel ce que vous faites et cetera et que c'est pas un rôle que vous jouez et ça fait plaisir à voir et que vous êtes complices et bah, c'est juste ça en fait. Juste ça qu'on fait. On est nous, mais on est nous devant une caméra et avec un micro. C'est tout simplement ça. Ouais, j'imagine que ça joue dans la longévité de votre chaîne et de votre contenu, la régularité de votre contenu. Si vous n'avez pas besoin de vous forcer pour être cette force créatrice et positive, ça doit pas mal aider. J'ai appris d'ailleurs la semaine dernière que tu avais une formation en audiovisuel. Est-ce que ça t'aide beaucoup? Est-ce que c'est même indispensable pour être créateur de contenu comme ça ou on peut y aller YOLO? Alors on peut carrément, y aller YOLO, on dirait un petit peu du yodeling tiens, y aller YOLO. C'est pas du tout nécessaire, j'ai pas du tout fait ça pour, faire une chaîne YouTube d'ailleurs à la base. Je voulais juste me réorienter par rapport à mes études Ouais. et j'avais la sensation, l'année où j'ai fait du coup ma formation, d'avoir vraiment trouvé, ce que j'aimais. Parce que j'ai un peu un défaut et Val a un peu le même, c'est qu'on aime plein de choses. Voilà, on a une passion par jour, Mhm. et on n'a pas le temps de tout faire. On aime vraiment beaucoup de choses tous les 2, pas forcément les mêmes choses d'ailleurs et l'audiovisuel quand je l'ai trouvé, je me suis dit: «Bah, c'est une très bonne façon de concilier ce que j'aime, et un métier potentiellement». Donc c'est pas le plus simple, hein, de travailler dans l'audiovisuel, mais c'est en tout cas ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai fait une formation à la base et c'est entre-temps, que l'idée de la chaîne est venue, un peu après le début. Val m'en a parlé et on a commencé à préparer un petit peu le terrain, à se dire, ce qu'on allait pouvoir faire, tout ça et un petit peu plus tard, du coup, au mois de mars de cette même année, pendant ma formation, on a commencé, les vidéos. Mais tout ça pour dire que non, c'est pas du tout obligatoire, cette formation. Ça m'aide, c'est sûr, ça m'a aidé sur plein d'aspects. Savoir du coup, bah, comment améliorer, le contenu. Savoir que le son est le plus important, que Mhm. la vidéo, on peut l'améliorer, mais c'est pas le Il plus faut le important, dire. même si je savais comment faire. Pareil, l'éclairage, c'est quelque chose quand on commence, on n'a aucune idée de comment, ça se fait. Alors que moi, bah, j'avais déjà vu dans ma formation, bah, comment on gère un éclairage type, que ça se fait avec 3 lumières à 3 endroits différents, si on veut optimiser le truc. Enfin, c'était un bon support et c'était une bonne façon aussi la chaîne de mettre en application un peu ce que j'avais appris. Mais, ça m'a pas aidé enfin, forcément ça nous a un petit peu aidé sur certains aspects, mais je dirais que c'est plus pour le montage que ça nous a aidé que pour autre chose. Puisque dans ma formation, j'ai vu plein de choses différentes qui ne me servent pas, au jour le jour dans la création de contenu. J'ai vu, bah, comment on fait, un reportage, comment on fait des news, comment on fait un documentaire et ça, pour moi, ça me fait kiffer et j'aimerais, enfin je voulais à la base travailler un peu dans ce genre de choses, mais pour faire des vidéos sur YouTube où on parle, de cartes avec pas trop de cuts à faire, savoir, comment on fait du journalisme, pour le coup, ça m'aide pas, quoi. Ouais, on en est pas là quand même. Et c'est puisqu'on est sur ce sujet-là, on voit un petit peu sur votre chaîne sur YouTube pour le coup les miniatures avec le contour blanc autour des silhouettes, quelques expressions un peu rigolotes, pas pour autant de titres putaclic. Comment est-ce qu'on dose dans sa chaîne les clichés de youtubeurs versus l'intégrité du contenu? Alors c'est marrant, c'est une vraie question, qu'on se pose et qu'on se pose régulièrement avec Val. Bon, pas tous les jours non plus, hein, mais c'est vrai qu'on remet beaucoup en question tout ce qu'on fait, et c'est important de tout le temps se remettre en question. Pas Mhm. trop souvent non plus, mais il faut le faire, pour savoir si ce qu'on fait c'est bien, si on pourrait pas l'améliorer, si on pourrait pas le changer, changer la forme, changer plein de trucs et notamment la question de l'upload, hein, de la mise en ligne. Il y a plein de trucs où, quand tu crées du contenu, juste quand tu fais ta vidéo et tout, bah, tu dois créer d'autres choses à côté qui vont avec, que tu as pas, forcément réfléchi et comme tu dis, les miniatures, le nom, tout ça, c'est des choses qui, bah, quand tu même si tu consommes du YouTube, tu te dis: «Mais qui je suis moi sur YouTube?» Parce que je sais qui est Ouais. Squeezie, je sais qui est Cyprien et cetera. Je sais ce qu'ils font et c'est pas pour autant que moi je dois copier ça. Alors on s'inspire toujours de ce qui marche, bien évidemment, mais pour les miniatures, donc moi dans ma formation, j'y reviens un peu, j'ai zéro minute de graphisme. Donc le Mhm. logiciel, comment faire et cetera, j'ai tout appris, tout seul avec, bah, des petites vidéos YouTube, des petites recherches, comment détourer quelqu'un, comment effacer un fond vert, voilà, ça on connaît, on l'a déjà cherché
C'est pour le coup, je suis parti de zéro là-dessus et j'avais aucune idée de comment composer une miniature. Donc on est parti sur des prototypes vite fait. Je me suis mis à faire ça dans la foulée et ensuite je me suis amélioré petit à petit. Je suis toujours pas ouf là-dedans, mais c'est quand même un peu plus propre que ce qu'on faisait avant. On a décidé de ce qu'on allait faire sur les miniatures. D'ailleurs, ensemble, on s'est dit, est-ce qu'on met nos photos ou pas? On s'est dit que oui, c'était mieux en général, puisque la miniature, c'est un peu l'appel au clic, donc forcément, il faut rendre ça un petit peu joli. Ouais, Et c'est bien. depuis, on a toujours mis nos photos sur les miniatures, à 2-3 exceptions près, quand ça s'y prêtait moins. Mais on a toujours fait, et ça a commencé avec un collègue qui a bien voulu nous prendre en photo sur un mur qui était vert, là où je faisais ma formation. Donc Val est venu, qui ne faisait pas du tout de formation. D'accord. Il est venu dans les locaux, on s'est mis devant ce mur vert, et mon collègue nous a pris en photo, du coup, pour que moi je puisse détourer sur la miniature. Il y a des gens qui passaient, qui nous regardaient faire les oiseaux là-devant, et c'était marrant parce que Val était super gêné et moi je disais: «Ouais, je sais, c'est gênant, tu connais pas les gens et ils te voient faire des têtes bizarres devant un fond vert, mais c'est pas grave, voilà. Ah oui, Il faut passer outre et ensuite on fera des miniatures avec ça». vous avez dû vraiment faire toutes les têtes en l'espace de 10 minutes, quoi. Ouais, c'est ça, on avait, ça a pris une demi-heure et c'était pour les premières photos pour que je commence à faire des miniatures et c'est là où je me suis rendu compte qu'il faut énormément de photos pour faire des miniatures différentes. Du coup, je lui ai dit: «Je suis désolé, mais il va falloir en refaire et il va falloir en refaire régulièrement» et qui était pas content, Val. Il aime pas trop prendre les photos pour les miniatures, mais bon, ça D'accord. ça c'est le jeu, quoi, il s'y prête, volontiers. Et après voilà, les questions du contour et cetera. Au début, il y a pas de contour blanc, finalement, on sort pas trop, de la miniature, enfin, on n'est pas trop mis en avant entre guillemets, du coup, il faut nous séparer pour faire une différence entre le dessin et nos photos et ça, en fait, j'ai juste appris et je testais les trucs et ce qui rendait bien par rapport à mes capacités, hein. Je rappelle, je suis pas graphiste du tout, Mmh. mais je proposais à Val, je disais: «J'ai une idée de faire ci, ça, ça» et il me laissait plutôt libre cours en ce qui concerne le visuel, enfin les visuels, le créatif, tout ça, donc j'ai pas trop de consignes à fournir à ce niveau-là, juste, on a fait comme on a pu et ça, c'est ce que c'est actuellement, mais on a envie de refaire encore une fois, c'est marrant que tu en parles, les miniatures, on en parlait, récemment, de refaire des trucs, je vais proposer des idées et tout. Sauf que quand on se met à changer les miniatures, vu qu'on veut une intégrité au niveau de la chaîne, il faut que les miniatures suivantes soient toutes pareilles. Donc il faut être Ouais. bien sûr quand on change, en tout cas à notre niveau. Et par rapport au titre, par contre, ça aussi, on en parlait récemment. Au début, c'était que en majuscules. Ensuite, on a enlevé. Maintenant, on met des majuscules et pas de majuscules. Et on n'a aucune idée de l'impact que ça a avec YouTube. On se sert pas trop des outils analytics où on peut tout voir, qui clique quand, à quel Ouais. moment, qui part de la vidéo, qui reste, qui revient. Mais on teste des trucs et là, on a une formule qui nous plaît de semi-majuscule, semi-minuscule, un petit peu de putaclic juste pour donner envie, mais sans mentir. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très énervant. Oui, ça fait la différence. Ouais, voilà, de mettre un titre, les gens ou une miniature avec des choses qui sont pas dans la vidéo. Alors c'est marrant de le faire une fois, allez ou 2 parce que bon, ça fait partie un petit peu des mèmes, du youtubeur, Mmh. starter kit. Mais nous, c'est pas on n'a pas envie de faire que tout notre contenu soit basé là-dessus et en plus ça débouche sur des chiffres faussés où tu as beaucoup de gens qui vont regarder, qui vont cliquer ta vidéo, mais qui vont pas la regarder, qui vont partir Ouais. et pour le coup, ça sert à rien des gens qui viennent et qui partent. Il vaut mieux des gens qui viennent, qui apprécient ton contenu et qui restent, plutôt que 10 000 personnes de plus par vidéo, soient, soient, comment dire, intriguées par ta miniature ou ton contenu et finalement ne pas s'en foutent juste, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc ça fait vraiment pas mal de travail de préparation, de post-production, et cetera. Si je comprends bien, tu t'occupes un petit peu plus du graphisme, Val, du community management. Exact. Et il y a encore plus de travail sur le Magic. En fait, comment vous répartissez l'invention des decklists ou quelle liste vous allez jouer? Comment ça se passe cette répartition du travail avec Val? C'est beaucoup Val, qui s'occupe de ça, lui-même, en fait, jouant beaucoup en construit, forcément, il se renseigne, pour, son propre, loisir, son propre plaisir, il regarde des decks, c'est tout. Moi, je suis, ce qui se passe, point de vue compétitif, forcément. Je regarde les tops, les decklists et tout ça, même si Val, souvent, me prend de court et me dit: «Ah, tu vu ça? T'as vu les résultats? Mec, faut que je te montre, c'est fou». Mmh. Notamment des fois un petit peu au boulot aussi. Voilà, il me dit: «Ah tiens, je te montre un petit top, vite fait». Hop, il me montre, ensuite, voilà, on repart sur le boulot et du coup, c'est lui qui fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. En termes de compétitif, les idées un peu plus farfelues, c'est souvent, enfin, c'est 50-50, mais dernièrement, c'est moi souvent qui trouve, des dingueries sur Twitter. C'est d'ailleurs marrant parce qu'il s'occupe beaucoup de la partie, community management, mais c'est plus moi qui, suis sur Twitter. Alors je ne me sers que de l'outil Et comme, une recherche, on va dire, d'infos. Je ne tweete, que très peu
Mais c'est voilà, c'est marrant que ce soit lui qui s'occupe surtout des tweets, alors que c'est moi qui vais, regarder du coup ce que les autres personnes tweetent et du coup là-dedans, je trouve des decklists ou des petites idées farfelues ou des idées de deck budget ou quoi que je lui propose. Mais c'est vrai que c'est surtout Val qui va dénicher les decklists et vu qu'on fait, sur une vidéo classique, on va dire, quand il y a pas d'événement particulier ou quoi, on va faire une deck tech d'une, decklist en BO3 pour du standard, compétitif ou de l'historique compétitif, mais on fait beaucoup de standards. Bah, ça coule un peu de source pour le coup. C'est simplement des decklists qui ont perfé récemment, un joueur pro qui a tweeté Mmh. ou qui fait un article sur une decklist en disant que, il a eu des bons résultats avec ça, qu'il prépare un prochain tournoi et qu'il a envie de jouer ça. C'est surtout l'actu compétitive, dans une deck tech et parfois, bah, c'est très dense comme là avec une sortie d'extension, on a envie de montrer plein de brews, soit qu'on crée nous, soit qu'on teste, soit qu'on trouve, bah, sur les internets et parfois c'est beaucoup plus maigre comme juste avant la sortie d'une extension, 1 mois environ avant la sortie d'une extension, ça commence à être dur de trouver des decklists et là on s'amuse à partir dans des concepts un peu plus rigolos, comme on faisait beaucoup à un moment les Harry Builder, ou d'autres, formats puisqu'on a une idée de format par jour qu'on fait pas forcément en vidéo, mais en tout cas elle est là l'idée et ça permet de joindre le moment entre, c'est compétitif, c'est intéressant, on fait des deck tech et il y a une extension qui sort, du coup on a plein de nouvelles idées. On rythme un petit peu la création de contenu comme ça. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Tu as parlé un petit peu de ton travail. Val disait la semaine dernière que vous faites tous les deux ce travail d'assistant d'éducation. Eh bien, est-ce que les élèves vous connaissent, vous reconnaissent ou est-ce que c'est votre secret? Non, c'est pas un secret, mais c'est pas non plus quelque chose où on fait étalage, Non. parce que, bah, on est, comme je disais, naturel dans les vidéos et tout ça, mais on n'est pas comme ça au travail, notamment avec les élèves. On reste cool, mais notre but, c'est quand même d'être, assistant d'éducation, donc d'aider, bah, à leur éducation, de surveiller et cetera. Bah, tout le monde sait ce que c'est qu'un pion, de toute façon, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais, si tout le lycée, par exemple, était au courant et tous les lycéens regardaient, nos vidéos, pour, voir comment on est et qu'on fait des blagues et qu'on dit des conneries, en jouant à un jeu de cartes, bah, je sais pas si, ce serait très bien, c'est dur après d'être pris au sérieux, quand tu sais un petit peu, ce que fait la personne, à l'extérieur dans son intimité et du coup, Oui. on n'en fait pas étalage, mais il y a des élèves, qui sont au courant, et certains qui sont abonnés même, qui, du coup, nous en ont parlé un petit peu, mais même eux, ils sont assez timides là-dessus, bah, je pense que ce serait le cas de beaucoup de gens, hein, si, il y a un youtubeur ou un twitcher que vous suivez qui d'un coup est là où vous travaillez ou là où vous êtes étudiant, peu importe, bah, vous avez envie de lui parler, peut-être de lui dire un truc, mais à part lui dire: «Ah, je te connais, je sais ce que tu fais», il y a peut-être pas forcément de discussion, Oui. qui va s'installer. Donc aussi, il y a peut-être plus d'élèves qu'on ne le croit qui nous connaissent, mais qui n'en parlent pas. Mais ça fait, des situations très marrantes des fois, notamment 2, je me rappelle. Une fois un élève qui passe à côté de moi et qui chuchote: «J'adore ce que tu fais PL» et du coup, c'était très marrant et ensuite il part, et il a juste dit ça et du coup, moi, je souris, quoi et quand je le recroisais après, dans le regard, on savait chacun, que, moi, je savais qu'il savait et bah, lui, il me connaissait. Du coup, c'était marrant. Mais ses amis ne doivent pas savoir. Voilà et un autre élève aussi où je devais l'accompagner, je devais faire un peu le tour du lycée avec lui, bref et du coup, on discute un peu, parce que, bah, on passe un moment ensemble et je ne savais pas du tout qui était abonné ou qui regardait la vidéo et quasiment à la fin, au moment où je dis: «Bon, bah, ça y est, bah, tu peux y aller» et il me dit: «Ah au fait, bah, je regarde vos vidéos avec Val». Donc c'est assez marrant, on sent la gêne et en même temps, il avait quand même envie de nous le dire et du coup après on discute et je lui dis: «Mais tu sais, ouais, tu peux en discuter, même si tu passes en vie scolaire, tu peux discuter avec nous quoi, il y a pas de problème». Il fait: «Ah ouais d'accord, super, merci» et c'est voilà, c'est 2 situations que j'ai rencontrées du coup au travail qui étaient marrantes. Ok, donc ça se fait situation dans le respect et tout. Il n'y a pas de perte d'autorité Non. ou de gain spécial d'autorité à cause de votre coolitude. Tant mieux que ça se passe bien. Mmh. Je te propose maintenant de passer à la séquence Les Amours où je te pose des questions sur ton compère Val pour voir à quel point tu le connais bien. Ah je le connais pas mal ouais et je m'attendais un petit peu. Lui il ne devait pas s'y attendre du tout, mais Non, moi je m'attendais un petit peu à cette section. mais je dois dire qu'il était au top. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer brièvement comment est-ce que lui, il a commencé Magic?
Putain, c'est des questions dures ça. Comment Haha! il a commencé Magic? Bah, ça c'est facile, c'est la cour de récré, où il troquait des fetch contre des cavrues, heu, notamment. Ça, je suis quasi sûr qu'il l'a dit. J'ai pas encore, pu écouter Et l'émission, non, mais il n'a je pas suis sûr qu'il en dit. a parlé. Ah, il a pas dit? Ah putain, ça Non. pourtant il le dit souvent ça. Ouais, qui jouait dans la cour de récré et ensuite, c'est dans un magasin à Marseille, où il a fait ses 1res armes, de joueur compétitif, il me semble, notamment où il a rencontré Thierry, Thierry Ramboa. Ah, il m'a dit ça? Ouais et c'était marrant du coup quand, on l'a vu, quand il a commencé à streamer et tout, je connaissais de nom Thierry, mais je l'avais jamais rencontré et Val me dit: «Bah, c'est à côté de gens comme ça, que j'ai appris à jouer à Magic C'est sérieusement». donc lui. Donc un peu une Madeleine de Proust, c'était marrant. Ah, Ouais, c'est comme ça qu'il a commencé à jouer, à Magic. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre peut-être que je pourrais ajouter? Je sais qu'il a fait les la coupe les juniors Super Series, voilà. Je me rappelais plus le nom, ah, je savais pas, c'est heu, intéressant ça. où il est allé, assez loin, dans le tournoi et je crois qu'il a je sais pas s'il était pas en finale, j'ai un doute là-dessus et il me semble il a pris un game loss en finale parce il avait oublié de remélanger une carte de son side dans son deck ou Mmh. inversement et c'était vraiment de l'étourderie. Juste, en fait, il avait une trousse avec ses dés et tout ça et il avait la carte en dessous, il a pas fait gaffe et du coup, il a Mmh. pris un game loss là-dessus et étant adolescent à cette époque-là, ça l'avait mis dans une colère folle alors que c'est normal. Malheureusement, c'est Ouais. la loi de l'arbitrage et tout ça. Mais lui, du haut de ses 14 ou 15 ans, je crois, il était pas très content de ça. Dans toute sa modestie, il m'a pas raconté, ses victoires. Bon, je sais pas s'il est arrivé en finale, mais, sa réussite Je dans les sais qu'il a juniors fait Super une belle Series. perf. Je sais plus si c'était finale, mais c'était pas mal, quoi. Ah, bravo à Val adolescent. Est-ce que tu sais c'est quoi sa carte préférée? Ah, ça, c'est trop facile, ça. Ça, c'est le témoin éternel. Eh oui, trop fort. Il a trouvé aussi, mais c'était plus difficile pour lui, ton Tassigur, le Croc doré, parce qu'il a Ouais. hésité, mais il Ah, a trouvé. j'aime beaucoup de cartes, mais c'est vrai que quand tu m'as posé la question, j'ai choisi Tassigur, je me doutais que ce serait plus facile pour lui à trouver. Ah d'accord. Encore sauvé par la complicité. Et est-ce que tu sais enfin qu'est-ce qui le fait le plus saler à Magic? Heu, le connaissant, j'aurais envie de dire que c'est du mauvais côté de la variance, mais c'est difficile parce qu'en stream ou quoi, des fois, on exagère un petit peu certaines réactions, bah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, Mmh. ou alors quand on est en vidéo, bah, parce qu'on est à 2, donc on est complice là-dessus. Mais quand on joue, juste, seul, on rage très peu, il n'y a pas grand-chose qui nous fait réagir, Moi, c'est vraiment quand il y a une suite d'événements improbables de mon côté et une suite d'événements improbables du côté de l'adversaire, où là, je me dis: «Bon, c'est quand même beaucoup là, ça c'est trop». Ouais. Mais lui, c'est vrai que j'aurais du mal à le dire. Je ferais peut-être un peu la même chose, je sais pas trop ce qu'il a répondu sur ce coup-là. Il m'a répondu les Manades. Les malades, ouais, ça en fait partie, un petit peu, mais ouais, je vois, ouais. La sensation de pas jouer au jeu finalement. Ah ouais, c'est ça. Et enfin, qu'est-ce qui fait de lui le meilleur partenaire, pour la chaîne? Oh, quelle belle question ça! Je sais pas, il y a beaucoup de choses, hein, qui fait que c'est le meilleur partenaire. Bah, déjà, c'est mon ami, avant toute chose, hein. On s'est pas, réunis pour créer une chaîne YouTube dans le but de faire un profit, monstre, et de régner sur le Magic Game, hein. On fait pas de profit monstre, hein, pour si jamais il y en a des gens qui se posent la question. Mais ouais, c'est mon ami avant tout et c'était un énorme plaisir c'est toujours un énorme plaisir de faire ça avec lui depuis le début. Il est tellement simple à vivre aussi, c'est un bonheur de travailler avec lui, dans des conditions comme ça. C'est toujours des discussions constructives, super intéressantes, peu importe le sujet. Et d'ailleurs, des fois, on perd 1 heure avant d'enregistrer les vidéos parce qu'on parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec Magic. Mais voilà, on parle, on débat et ensuite, voilà, on se recentre, on se relance. Donc toujours une régalade à ce niveau-là. Et ouais, en fait, juste c'est le boss. J'ai vraiment pas grand-chose à dire, là-dessus. Ce sera peut-être moins fourni que lui, mais Non, non. c'est vraiment, un plaisir chaque jour, chaque fois qu'on fait des vidéos, chaque fois qu'on fait des streams ensemble, chaque fois qu'on se voit tout simplement et puis voilà, le Ouais. boss. La bonne entente, c'est important dans une telle aventure. Bravo en tout cas, tu connais très bien, ton partenaire et c'est beau, vous êtes vraiment des bros. Lui aussi te connaît aussi bien que tu le connais apparemment et ça fait chaud au cœur. Ensuite, j'aimerais te poser une question que je suis contractuellement, obligé de te poser pour le plus grand plaisir de certains de mes auditeurs.
On te voit beaucoup jouer sur Magic Arena, mais moi je me pose des questions sur les joueurs pros de Magic notamment, mais aussi sur les créateurs de contenu. Quel est ton rapport avec l'objet physique, et la collection? Est-ce que tu collectionnes les cartes Magic ou est-ce que c'est un tableau Excel, ce serait pareil pour toi? Ouais, j'aime beaucoup les cartes. Bah, forcément, ayant commencé par là, comme tout joueur d'Arena qui a commencé par le jeu de cartes, je pense, Ouais, j'aime vraiment beaucoup ça. Déjà l'objet carte, c'est quelque chose qui me fascine. Peu importe le TCG, peu importe la carte, je trouve que c'est très satisfaisant une carte. Ça a la bonne taille, ça fait plaisir à manipuler et tout, que ce soit dans un jeu de société, à Magic, à une belote, voilà, peu importe. Donc déjà, là, on a un bon point. En plus, le côté collection, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, peu importe la collection, et Magic, c'est un jeu de cartes à collectionner, donc ça tombe très très bien. ouais. Et de mon côté, quand je me suis mis à jouer réellement à Magic, donc il y a quelques années, j'ai emmagasiné les cartes. J'adorais du coup compléter des carrés de certaines cartes dont j'avais besoin, voire même en avoir 5. Ça me permettait d'en avoir du coup 4 dans un deck et un cinquième que je jouais en EDH. À l'époque, c'était pas du multi, c'était du 1 contre 1 que je faisais. Ça m'évitait de sortir les cartes, voilà, de mes decks. Donc ouais, j'avais une collection qui commençait à être pas mal. Je commençais à me mettre même au moderne. J'avais une grosse partie du standard, enfin voire tout. On avait une collection un petit peu commune d'ailleurs avec Val pour que ce soit un peu plus simple les investissements pour le standard. Mhm. Et au bout d'un moment est arrivée une période où j'avais plus le temps de jouer à Magic. J'aimais toujours ça, mais j'avais plus le temps. Et quand tu n'avais pas Magic Arena, que tu dois faire des tournois le vendredi soir ou le mercredi après-midi dans ma boutique et que je n'étais dispo ni l'un ni l'autre, bah forcément, c'est des cartes qui ne servent à rien. Et plutôt qu'à servent à rien, j'ai décidé de vendre ma collection. Ça m'a permis de faire autre chose, d'avancer dans la vie. Un peu triste, mais en même temps pas tant que ça, puisque je le répète, je pouvais pas m'en servir. Mais ça a été quand même un peu dur de prendre cette décision, de devoir séparer tout ça. Mhm. Et quand il a fallu s'y remettre, parce que forcément Magic c'est un jeu qui ne vous quitte jamais, j'étais très déçu d'avoir vendu ça, parce que j'avais quasiment tout le Pionnier. Et c'est Ah ouais. quand ils ont annoncé que le Pionnier du coup était un format qui allait exister, j'étais vraiment très déçu de ne plus avoir tout ça. Mais bref, là du coup je me suis remis petit à petit et j'ai commencé, je le fais toujours, à acheter en fait des EDH. D'accord. Du coup, ma collection là, à l'heure actuelle, c'est surtout des decks EDH que je monte et je continue à en monter. Là, j'ai un petit Xenagos qui va pas tarder à arriver, notamment. Je commande, le deck dans son intégralité, enfin, mis à part les cartes que j'ai déjà, mais j'ai pas, grand-chose à part les cartes qui sont dans les decks. Et depuis quelques mois aussi, j'ouvre des boîtes de boosters pour le plaisir, Allez. des boîtes de boosters de standard, notamment, ou de Commander Legends, parce que le plaisir de l'ouverture de boosters, ça me manquait. Donc j'ai aussi quelques cartes, physiques, qui sortent, des différentes extensions, sans rechercher spécifiquement, des cartes, hein, juste le plaisir d'ouvrir. Mais là, j'ai mis un peu un frein parce que la qualité des cartes, notamment les boosters collector que j'adorais ouvrir, je trouve que la qualité est en baisse et les cartes deviennent des chips très rapidement. Et ça, au prix où ça coûte, malheureusement, je j'ai pas envie de continuer à avoir des chips, Ouais. au prix de boosters collector. Mais je continue tout de même à acheter des cartes pour me faire des decks. Donc c'est le gros de ma collection et j'ai beaucoup trop de tapis de jeu aussi. D'accord. Comme tout bon joueur de GP, C'est ça. on les accumule. Et est-ce que tu as encore ce tout premier deck préconstruit que tu as acheté quand tu étais enfant? Non, malheureusement, je ne l'ai plus. Avec le Colosse Crosian à l'époque de Carnage. Ah oui. Je ne l'ai plus. Forcément, j'avais gardé très très peu de cartes quand j'ai vendu ma collection. J'avais gardé juste un EDH Meul Dimir. Ouais, comme quoi c'est marrant, hein. On voit Ah bah là où bravo. c'est attaché un petit peu mes sentiments sont attachés à ce deck Meul que j'avais jamais joué, mais je me suis dit c'est un peu budget, je pourrais y jouer avec n'importe qui, je pourrais jouer en multi si jamais je dois jouer avec des cartes Magic à un moment. Au moins, je garde ce deck qui de toute façon valait pas grand chose. C'est les seuls trucs, les seules cartes que j'avais gardées. Que je n'ai plus d'ailleurs cette EDH maintenant, enfin qui a été complètement démonté, les cartes sont éparpillées par-ci par-là. Et ce deck préconstruit, non, je ne l'ai plus. De toute façon, il n'y avait rien de valeur dedans. Même le Colosse Corrosion a une 9-9 pour 8, hein, c'était fou. Mais même ça valait pas grand-chose. Du coup, RIP. Une grande valeur dans nos cœurs, mais ça ne suffit Ouais. pas. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était formidable et très sympathique. Où est-ce qu'on peut te trouver, PL, sur les internets? J'ai envie de dire un peu partout. On est sur YouTube avec Val du coup, toujours tapez Val et PL sur YouTube, vous allez tomber sur nous. Sur Twitch aussi, Val et PL. On a une chaîne, une page Facebook, pareil Val et PL, une chaîne Twitter, enfin un compte Twitter,
que vous pouvez retrouver. C'est là où on est le plus actif d'ailleurs. On est actif sur Facebook, mais si vous voulez suivre nos réseaux, le mieux, c'est vraiment la chaîne Twitter. C'est là où, où on poste des trucs qui sont pas forcément assez intéressants pour qu'on en parle dans une vidéo ou qu'on fasse un vrai post sur Facebook. Mais dès qu'on a une petite idée, un petit truc marrant, on le met vraiment sur Twitter, ou les concours aussi d'ailleurs. Il y en a quelques-uns qui pop. Donc si jamais on devait citer qu'un seul réseau social, ce serait celui-là. Et sur notre Discord également, que vous pourrez trouver sur tous nos autres réseaux, où il y a plus de 6000 personnes. Donc si vous voulez faire de la belle magie et trouver des magiciens chauds près de chez vous, n'hésitez pas. Eh bien d'accord, je mettrai tous ces liens dans la description. Merci beaucoup PL d'avoir passé ce moment avec moi et à bientôt. Yes, merci beaucoup pour l'invitation, à bientôt. Eh bien, voilà un bon café bien allongé. À dimanche prochain.